Vous êtes-vous déjà demandé quel métier vous correspondrait vraiment ? Moi aussi. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller à la rencontre de gens issus d'univers différents pour écouter leurs histoires, leurs parcours et ce qu'ils apprécient le plus dans leur métier. Je suis Camille et je t'emmène avec moi pour les découvrir. Bienvenue dans « Et toi, quel est ton métier ?» Un podcast plein de curiosité, de bonne humeur et de rencontres qui, j'espère, vous aidera à explorer votre propre chemin. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du métier d'attaché de recherche clinique et pour ça j'accueille Solène qui exerce ce métier au quotidien. Bonjour Solène. Bonjour Camille. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier puisque comme ça paraît très abstrait. L'attaché de recherche clinique, qu'on appelle plus communément ARC, comme son nom l'indique, travaille dans la recherche clinique. Ok. De manière générale, il va soit travailler pour un laboratoire pharmaceutique directement, ou alors pour une CRO, ce qui est mon cas. Donc une CRO, c'est une Contract Research Organization. Ok. En fait, c'est un prestataire. On va travailler pour plusieurs laboratoires pharmaceutiques, en fait. Ok. Pas que pour un labo. Ok. Et on a également l'attaché de recherche clinique investigateur, mais qu'on appelle aussi technicien d'études cliniques ou coordinateur d'essais cliniques. D'accord. Donc, cet attaché de recherche clinique-là, il va travailler directement dans les hôpitaux ou dans les instituts ou les cliniques. Ok. Donc, en quoi consiste ce métier ? Donc, ça va être, si je veux être très large, ça va être de vérifier en fait que les patients qui sont inclus dans des essais cliniques sont inclus de manière adéquate, on va dire, que le protocole a été respecté, que la réglementation en vigueur est respectée, qu'il n'y a pas de déviation au protocole, que le patient est inclus. Pour ceux qui connaissent rien, qu'est-ce que c'est un essai clinique ? Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un ou deux essais cliniques ? Alors, avant qu'un traitement en fait soit commercialisé et qu'on puisse l'utiliser en fait de manière générale, un traitement médicamenteux. Voilà, c'est ça. Après, il y a des dispositifs médicaux. Enfin, il y a plein de choses dans les essais cliniques. Moi, je travaille principalement. Enfin, c'est que pour le médicament. Il va falloir le tester en fait. Donc, on le teste chez le volontaire sain et ensuite chez les patients malades. Okay. Et en gros, l'essai clinique va nous permettre de vérifier que le traitement est sécure et surtout qu'il est efficace. D'accord. Donc, en fait, ça va être de tester un médicament chez un patient et les essais cliniques, en fait, sont hyper encadrés. Il y a de la réglementation autour de ça et donc, c'est pour ça qu'il y a un protocole, ce qu'on appelle un protocole. Les patients qui sont inclus doivent être inclus selon le protocole. Il y a plein de choses qui doivent être respectées. D'accord. Et nous, en tant qu'attachés de recherche clinique, on doit vérifier que tout est bien respecté. Et est-ce que c'est dans ce type, justement, est-ce que c'est dans les essais cliniques où, par exemple, vous allez donner à certaines personnes les bons médicaments, d'autres des placebos, pour justement vérifier que c'est bien le médicament en tant que tel qui marche et pas donc chose. Après, ça dépend, c'est un peu plus technique, mais ça dépend de la phase de l'essai clinique. Il y a plusieurs phases, mais dans certaines phases, oui, on teste le médicament contre un placebo, ce qui permet de vérifier que l'efficacité est supérieure dans le bras traitement que dans le bras placebo. Donc, ok, ça marche. C'est ça. Et comme c'est un métier super spécifique, est-ce que toi, depuis toute petite, tu te disais je veux faire ce métier ou ça t'est venu un peu par hasard, cette idée-là ? Alors moi, ça m'est venu complètement par hasard. Ça m'est venu très tard. D'accord. J'ai toujours voulu être scientifique, travailler dans les sciences, dans le domaine scientifique. Mais j'ai découvert le métier quand je suis arrivée en master. Donc j'ai fait. Tu peux du coup nous expliquer ton parcours avant d'arriver à ce métier ? J'ai eu un bac S, bac scientifique à l'époque. Je crois que ça n'existe plus aujourd'hui. Ce qui semble logique par rapport à ce que tu nous dis. Ensuite, j'ai intégré une fac de biologie, donc j'ai eu une licence. Et pourquoi t'as intégré cette fac de biologie à la base ? Je savais pas. D'accord. Vraiment, je savais que je voulais faire de la biologie, que c'était les sciences, mais j'avais pas vraiment d'idée. J'aimais bien la géologie, donc rien à voir du coup avec la biologie, mais je savais qu'en intégrant la fac de bio, je pouvais aussi
m'orienter vers la géologie. La géologie, c'est l'étude des Des pierres, des voilà, sols. exactement, Ok. c'est ça. Et moi, j'aimais bien tout ce qui était volcanologie, etc. Mais en fait, Mm. c'est hyper bouché. Mais et donc finalement, je me suis rendu compte que c'est pas ce que je voulais faire. Donc j'ai plus suivi un parcours de biologie, même de biochimie, parce que j'ai eu une licence en biochimie. Mhm. Et ensuite, il a fallu choisir un master parce que j'allais pas m'arrêter là. Et là, j'ai un peu continué dans ma lancée. J'ai fait un master sciences moléculaires et cellulaires du vivant avec, en master 2, une spécialisation en recherche clinique. Ok. Parce qu'en fait, c'était un master 2 qui me permettait de me professionnaliser et de pas faire de thèse. Et c'est ce que je voulais. Je voulais arrêter mes études en master 2. Et donc, en fait, j'ai découvert la recherche clinique et donc ce métier, parce qu'en fait, le master 2 nous formait vraiment à ce métier-là, au métier Ok. d'attaché de recherche clinique. Donc, je l'ai vraiment découvert très tard. D'accord. Et donc, tu as commencé dans l'entreprise pour laquelle tu travailles maintenant ou sur ton parcours professionnel, comment ça s'est passé suite à ta sortie de master? Alors, pas du tout. En master 2, j'ai fait un stage en recherche clinique, mais donc à l'hôpital, au CHU de Nantes, Mhm. dans un service de cardiologie où ils faisaient de la recherche Ok. et où des patients étaient inclus dans des essais cliniques. Et donc là, j'ai fait en fait attaché de recherche clinique en investigation, comme j'expliquais au Mhm. début, vraiment sur le terrain. Et suite à ce stage, on m'a embauchée en fait pour un CDD, mais en neurologie. Donc, D'accord. j'étais plus en cardio. Et donc, j'ai travaillé 2 ans et demi au CHU de Nantes, Ok. donc attachée de recherche clinique en investigation. Et j'ai fait la même chose pendant 3 ans après au CHU de Rennes, toujours en neurologie. Et en fait, j'ai commencé à faire un petit peu le tour. Et tu faisais quoi? Enfin, était spécifié dans certaines maladies Oui. neurologiques? Ben oui, alors j'ai beaucoup fait de sclérose en plaques. Puisqu'en plus, il y avait une base de données en fait sur la sclérose en plaques là où j'ai travaillé à Nantes et à Rennes. Mhm. Donc, où on renseignait en fait des données cliniques sur la maladie. Et donc, l'idée, finalement, c'est d'essayer de trouver des traitements pour ces maladies. Et effectivement, c'est l'idée. On teste les traitements sur les patients. Et donc, à la suite des résultats de ces essais cliniques, on commercialise ou non le traitement. Enfin, après, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est beaucoup plus long, mais voilà, on en ressort des résultats et puis on En fait, voit, c'est des laboratoires qui préparent des traitements et vous vous Exactement. chargez de l'administrer. Enfin, Ok. pas moi en tant que telle, moi j'étais plus côté administratif où je remplissais des bases de données. On rencontre quand même les patients, on a des T'as questionnaires des à leur faire suivis avec les patients à Voilà, ce en fait, moment-là? tu as des Ok. suivis, tu as des visites très régulières dans le cadre des Mhm. essais cliniques. Et donc, en fait, tu suis le protocole. Tu dois leur faire passer des examens, des questionnaires, etc. Et tu remplis après des bases de données. C'est ce qu'on appelle des CRF, d'ailleurs. Ok. Et du coup, voilà, tu suis vraiment le patient Mais dans les essais cliniques. humainement, ça doit être aussi assez compliqué parce que du coup, tu suis des gens qui ont des maladies pas graves Oui. et je suppose que des fois, tu vois des patients partir. Comment tu gères ça? Alors, moi, surtout quand j'ai commencé, je travaillais beaucoup sur la sclérose en plaques et c'est vrai que ça m'avait beaucoup touchée. J'ai même une fois où je suis sortie, d'une salle de consultation parce que j'ai les larmes qui me sont montées. C'était une dame, assez jeune, hein, la cinquantaine, qui vraiment, ne pouvait plus bouger en fauteuil avec, une sonde urinaire et cetera. Mhm. Et ça m'a beaucoup marquée et en fait, je me suis endurcie avec le temps. D'accord. Voilà, on «s'habitue» entre guillemets à voir des malades, bon après ça touche toujours autant, mais on devient moins sensible, en tout cas, Ok. j'avais plus ces réactions. Et il y a des patients auxquels, enfin, que tu suis depuis longtemps, auxquels tu peux t'attacher un peu quand même? Oui, ouais, ça m'est arrivé, Ok. effectivement. Et est-ce que tu as l'impression dans les essais cliniques, enfin, je suppose qu'il y a des essais cliniques qui marchent et d'autres qui marchent moins aussi. Est-ce que toi, tu as la sensation qu'il y a quand même une avancée médicale? Ah bah oui, totalement. Totalement, il y a des patients, qui sont traités, aujourd'hui, avec certains traitements et ça devient des traitements de référence dans les essais cliniques pour comparer, par exemple, à une nouvelle molécule, Est-ce que quand tu donnes un traitement, toi, tu sais si le traitement, c'est le bon ou pas? Parce que je suppose que vous pouvez influencer la personne Alors, malgré vous. ouais, alors non, on le sait pas. Enfin, c'est ce qu'on Ok. appelle le double aveugle, en fait, D'accord. personne ne sait,
Ce qui est donné. Ce qui est donné. Mais alors, juste pour revenir là-dessus, j'ai une petite anecdote là-dessus. C'est que quand je travaillais au CHU de Rennes, on avait un essai clinique qui s'appelait l'essai clinique placebo, mais bien sûr, les patients ne savaient pas que ça s'appelait placebo. En fait, tous les patients recevaient du placebo. Et il n'y a que nous qui savions que c'était que c'était du placebo, mais c'était justement pour évaluer l'impact de l'effet placebo sur les patients. Et finalement, et finalement, il y a eu un effet positif. Les patients se sentaient mieux. C'est fou. C'était dans la maladie de Parkinson. D'accord. Et en fait, c'était une étude belge. Enfin, c'était un petit laboratoire belge qui faisait ça. Et oui, et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant, en fait. Et là, pour le coup, oui, nous, on le savait. Comme quoi le cerveau, finalement, peut, Ah bah oui, totalement. en pensant guérir réellement. D'ailleurs, c'est pris en compte, l'effet placebo dans les études après statistiques. Ok. Et tu sais, dans les effets placebo, quelles molécules ils vont mettre dans les médicaments? Parce qu'on donne quand même quelque chose. C'est quoi? C'est des choses pas... Ça, je pourrais pas dire ce que c'est, mais c'est des... Non, c'est je sais pas, du sucre ou des choses... c'est pas... Et donc, après avoir travaillé au CHU de Nantes et de Rennes, pour poursuivre sur ton parcours, parce que je t'ai posé plein de questions, c'est là que tu es rentrée dans ton emploi actuel? C'est ça, tout à fait. Donc j'ai cherché pendant un petit moment, mais en fait, j'avais un petit peu fait le tour et j'avais vraiment envie de passer de l'autre côté, du côté laboratoire, où là, on va plus faire du contrôle qualité, c'est-à-dire qu'on va aller sur les centres investigateurs. Donc, ce qu'on appelle les centres investigateurs, c'est où se déroule la recherche. D'accord. Les CHU, les cliniques, etc. Ok. Et vérifier que l'essai clinique est donc bien conduit. Et donc, les attachés de recherche clinique promoteurs font ce métier-là. Ils vont sur les centres, ils vérifient que tout est bien respecté. Et donc, moi, j'avais vraiment envie de passer de l'autre côté parce que j'avais fait le tour. Et donc, je cherchais un poste. Ça a mis un petit peu de temps, mais j'ai fini par trouver, du coup. Ok. Et concrètement, ton quotidien, à quoi il ressemble? Qu'est-ce que tu fais dans tes journées de travail? Alors, il y a 2 principales choses que je vais faire. Donc, soit je vais être en déplacement donc dans les hôpitaux, sachant que moi, je suis pas régionalisée, je me déplace sur toute la France. Donc, je peux très bien avoir des centres à Marseille, à Lyon, à Strasbourg. Ok. Et des journées où je vais être chez moi parce que je suis délocalisée. En fait, je travaille pas dans l'entreprise directement, je travaille de chez moi. Ok. Et donc, où ça va être des journées plus administratives, où je vais rédiger des rapports. Donc voilà, c'est principalement, ça va être ça, mes journées type, en fait. Et donc, c'est quoi que tu vas rédiger comme type de rapport, du coup? Qu'est-ce que tu dois prendre en compte quand tu vas faire des visites dans les hôpitaux? Alors, je peux te décrire un peu comment ça se passe quand je vais, par exemple, sur Oui, complètement. Quand je vais sur centre. Alors déjà, ça commence par prendre les transports et ça c'est quelque chose de ce qu'il faut prendre en considération quand on fait ce métier-là. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de transports, surtout moi qui n'habite pas sur Paris, j'habite du coup, à Rennes. Donc souvent, soit je vais partir la veille. Si par exemple, je dois être à Lyon le lendemain, je prends une chambre d'hôtel, voilà. Ou alors je pars le matin si je suis sur Paris, en 2 heures, je suis sur centre. Donc on essaye d'arriver quand même assez tôt le matin et puis on a l'équipe de recherche sur centre qui va nous accueillir. Donc souvent ce sont les infirmières ou alors les ARC investigateurs qui nous accueillent, qui nous installent. Et là, la mission principale qu'on va avoir pendant la journée, c'est de vérifier les données cliniques. D'accord. Comme je disais tout à l'heure, les données, elles sont saisies dans des CRF, ça veut dire Case Report Form, c'est des bases de données où on saisit toutes les données dans le cadre de l'essai clinique. Donc moi, je vais vérifier que toutes ces données-là sont conformes. Donc, qu'il n'y a pas d'erreur, par exemple, sur une prise de sang, que l'hémoglobine, elle est bien à la bonne valeur. Je vais aussi vérifier que tout est saisi. Donc, qu'ils n'ont pas oublié, par exemple, de déclarer un événement indésirable. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Si le patient, il a eu même une grippe ou un rhume pendant qu'il est inclus dans l'essai clinique, on doit le déclarer. D'accord. Donc, est-ce que ça peut fausser les résultats? C'est surtout que ça peut amener à penser que le traitement a peut-être des effets secondaires, en fait, sur le patient, quoi. D'accord. Donc tout ça, il faut que ce soit pris en compte. Voilà, faut que c'est ce qui est marqué derrière les boîtes de médicaments. C'est exactement ça. Concrètement. Voilà. Ok. Donc ça, toutes ces données sont très importantes. Et d'ailleurs, s'il manque des choses ou s'il y a des erreurs, moi, je dois faire le point avec l'équipe investigatrice et les corrections doivent être faites pendant la visite. Ok. Donc ça va être ça, le plus gros
du travail pendant la journée, mais aussi je vais devoir rencontrer les équipes médicales. Donc soit ce qu'on appelle l'investigateur principal, c'est le médecin qui est responsable de l'essai clinique sur le centre. Pour faire Pour le point avec lui, l'interroger. voilà, savoir si tout se passe bien, s'il n'y a pas des problèmes avec les patients, etc. Je vais aussi visiter la pharmacie. Donc ça, c'est pas systématique, mais c'est très souvent pour vérifier notamment que le bon traitement a été administré, qu'il n'y a pas eu d'erreur dans les doses, que le stock est correct, etc. Et puis, il y a aussi toute la partie administrative, parce que ça, c'est une partie qui est très importante aussi. C'est de vérifier que toutes les personnes qui ont été impliquées dans l'essai clinique sont bien déclarées sur l'étude, sont bien formées à chaque étape, etc. Donc, en gros, ça va être ça, la journée type sur centre. Faire le point avec l'équipe. Et puis après, quand je vais rédiger mon rapport, par exemple le lendemain, je vais devoir noter tout ça dans mon rapport. S'il y a eu des erreurs, s'il y a des choses en attente, et notamment s'il y a eu des déviations au protocole. Donc ça, c'est très important. Donc concrètement, en fait, ton travail, ça va être d'aller sur site, vérifier que tout rentre dans les normes, si je comprends bien. Enfin, en tout cas, remplir le cahier des charges que tu as à remplir pour ton entreprise. C'est ça. Et derrière, faire des rapports quand tu es chez toi. C'est ça. Suite à tes visites, en fait. Oui. C'est ça ton métier. Donc finalement, quand tu es chez toi, tu travailles toute seule, mais tu es quand même beaucoup en contact avec des équipes. Oui. Est-ce que tu les vois suffisamment pour considérer que c'est un peu des collègues, ou tu as l'impression de quand même beaucoup plus travailler seule dans ton métier? Non, alors ça paraît pas comme ça, mais on travaille vraiment en équipe. Enfin, moi, en fait, j'ai une chef de projet au-dessus de moi et j'ai aussi des collègues qui sont d'ailleurs mes backups si jamais je suis absente, etc. D'accord. Et on fait beaucoup de réunions, on fait le point sur les études, sur les centres, s'il y a des difficultés, etc. Et je suis aussi beaucoup en contact, quand je vais sur centre, bien sûr, avec les équipes investigatrices, mais aussi à distance, parce qu'en fait, on est leur point de contact principal. Donc, on est très souvent en contact avec eux. Ok. Et donc, tu disais que tu te déplaçais pas mal quand même dans ton métier. Est-ce que tu as l'impression quand même d'avoir réussi à avoir un bon équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle? C'est compliqué. Honnêtement, je trouve que quand on a des enfants, donc ce qui est mon cas, ça devient un peu plus compliqué parce que je suis absente parfois la nuit. Donc il faut trouver parfois des solutions pour avoir un bon équilibre. Quand on n'a pas d'enfants, moi je trouve que c'est un métier qui est vraiment super parce qu'on se déplace, c'est hyper enrichissant, etc. Mais avec les enfants, c'est plus compliqué. Voilà. Ok. Et est-ce que tu fais, du coup, tu parles de déplacement, mais en dehors de tes déplacements ou même en les comptabilisant, est-ce que tu fais beaucoup d'heures par semaine? Oui. Bah déjà, bon, ça compte bien sûr les déplacements. Oui, je fais beaucoup d'heures. Après, ça dépend des semaines. Je peux avoir des semaines un petit peu plus calmes, mais on tourne autour de 45-50 heures parfois par semaine, quoi. Sans compter les déplacements? Non, en comptant les déplacements, bien sûr. Parce que des fois, on part très tôt le matin, à 6 heures du matin, et on revient à 23 heures le soir, quoi. Ok. Donc, Mais tu comptes pas les nuits, quoi, j'entends. Quand tu restes. Ah non, ok. je compte pas les nuits, je compte vraiment le transport, en fait, plus. Ok, ouais. Le transport quand tu pars très tôt et que tu rentres très tard. C'est ça. Ok. Exactement. Et tu travailles en plus certainement dans les transports quand tu prends le train, tout ça. Donc, oui. Ah oui, et c'est d'ailleurs très important. Enfin, il y a beaucoup d'arcs qui le font pas, mais moi je sais que je le fais parce qu'en fait ça me fait gagner beaucoup de temps. Si je suis rentrée à 23h, ça me permet de démarrer un petit peu plus tard le lendemain vers 10h. Parce que c'est toi qui gères ton temps de Voilà, je travail. gère mon temps. Après, il y a certaines personnes qui n'aiment pas travailler dans les transports, mais moi je le fais tout le temps. Ok. Et du coup, tu disais tu peux commencer à 10h, mais est-ce que tu as aussi une liberté dans ton travail, dans le sens, est-ce que, je sais pas, si dans la journée tu as un rendez-vous médical, c'est toi qui gères ta journée et tu peux le prendre n'importe quand, comme quelqu'un qui a son compte, entre guillemets? Tout à fait. Après, j'ai une manager, donc je dois quand même la prévenir si je suis absente. Si je mets oui, on est quand même assez libre. Ok, ça c'est un des avantages peut-être quand même de ton métier aussi. Oui, oui, ça totalement. Ouais. Et d'ailleurs, c'est quoi toi que tu préfères dans ton métier? Alors avant d'avoir des enfants, j'aurais dit le fait de voyager, enfin de me déplacer parce que tu découvres des nouvelles villes. C'est ça. Et puis moi je trouve ça hyper enrichissant, ça change du quotidien. Mais oui, alors la liberté dans l'organisation, ça c'est quelque chose pour moi qui est important. Je trouve que c'est un métier qui est intellectuellement stimulant, voilà, c'est ça. On travaille sur plein de pathologies différentes, plein de médicaments différents. Donc en fait, on en apprend tous les jours, même médicalement parlant. Voilà, on rencontre des médecins, etc. Donc je dirais que c'est ça pour moi le plus stimulant. C'est ce que tu préfères en tout cas. C'est ça. Ok. Et est-ce que tu vois des inconvénients dans ton métier, à part les déplacements dont tu nous as parlé? Il y a des choses que tu aimes moins?
Oui, alors, je trouve qu'il y a une certaine pression quand même dans ce milieu, D'accord. parce que mine de rien, on a quand même des objectifs. Hem, on doit rendre des rapports dans les temps, après il y a des choses un peu plus techniques, mais enfin, on a des objectifs et puis on a des équipes projets parfois qui peuvent être un petit peu stressantes. Il faut, contacter le centre là tout de suite alors que tu es dans le train, que tu as pas de réseau ou enfin voilà, il y a des choses, Est-ce que ces objectifs, c'est des objectifs aussi qui sont financiers? Parce qu'on entend souvent parler des grands laboratoires, des lobbies pharmaceutiques et cetera. Est-ce que pour toi, heu, il y a le côté humain qui est valorisé dans ton métier ou en tout cas, pour les entreprises avec lesquelles tu peux travailler, on va pas citer d'entreprise en Mmh. particulier, ou, c'est plus, le profit? Bah, alors moi personnellement, ma priorité en tant que peu importe, ce qu'on me demande, ce sera toujours le patient. C'est-à-dire que si un D'accord. centre m'appelle pour me dire: «Mon patient, là, on n'est pas sûr si on doit lui administrer le traitement, est-ce que, vous pouvez voir avec l'équipe projet?» et cetera. Pour moi, ce sera toujours, ça la priorité avant mes objectifs. OK. Parce que c'est, voilà, la sécurité du patient et après c'est l'objectif de tout le monde dans l'entreprise, hein. Mais effectivement, les objectifs, je pense que ça amène, c'est-à-dire qu'on nous donne un temps donné pour rédiger un rapport. Je pense que derrière, c'est une histoire de les objectifs qu'on nous donne, ça peut avoir, un impact financier, si on rend pas, par exemple, un rapport à temps, je pense que ça peut avoir un impact Oui, financier. mais tu es pas directement concerné Non, voilà, par ça. je Et exactement. d'ailleurs, justement, sur ton salaire, est-ce que tu as un salaire fixe ou est-ce que tu es payé aux objectifs, toi? Non, alors j'ai un salaire fixe. Par contre, si je remplis les objectifs, ça peut jouer dans mon évolution. Si D'accord. j'ai fait une année où j'ai bien rempli tous mes objectifs, je vais pouvoir, peut-être avoir une Une meilleure prime augmentation. ou Alors, ouais, pas vraiment une prime, mais, il y a des des augmentations. augmentations. Dans certaines CRO ou laboratoires, je crois que c'est possible d'avoir des primes, par exemple, si, on a fait tant de déplacements par mois et cetera. Nous OK, aussi dans notre entreprise, mais, c'est très dur de l'avoir. Faut se OK. déplacer, Et sur les déplacements, d'ailleurs, c'est pris en charge par l'entreprise? Oui, 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 tout est pris en charge. On fait OK. des notes de frais, ouais. Et est-ce que, tu peux nous dire ton salaire ou une fourchette Mmh. de salaire, de quelqu'un qui exerce ton métier, savoir, Ouais. combien, on peut s'attendre à gagner en faisant ce métier-là? Mmh. Alors, je pense que ça dépend vraiment Des des labos ou entreprises, des ouais. entreprises. Mmh. En ce qui me concerne, donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans le métier d'ARC, il y a plusieurs statuts. Il y a le statut junior, ARC 2 et ARC senior. D'accord. Alors, si je me trompe pas, ARC junior, moi j'ai jamais été ARC junior, j'ai commencé ARC 2. Parce que tu avais déjà de Voilà, l'expérience. j'avais de Mais l'expérience si on démarre c'est ça, directement après les études, on commence en ouais. junior? Alors il OK. me semble que ça doit être autour de 40 000 bruts par an. Et après ça peut monter, entre 55 et 60 000, quand on est ARC senior. Et après j'imagine plus avec Et est-ce l'ancienneté. que tu peux nous dire en net mensuel ce que ça fait? Parce Ah, que ça parle plus aux gens. alors, bah, du coup, ARC, par exemple, moi, en ARC 2, j'ai débuté en net, je crois que c'était autour de 2 500 net OK. par mois. Et là, je vais être autour de 3 500 net par mois OK. Et ça fait combien de en temps ARC que tu as senior. commencé ce métier? Ça fait, 4 ans quasiment. OK. Donc l'évolution, elle peut être assez Ouais, rapide si ça ça se peut passe être assez bien. rapide si voilà, si on travaille bien, si on remplit les objectifs, oui, oui. OK. Ouais. Et visiblement, c'est le cas pour toi puisque tu passes en arc senior. Oui, c'est ça. OK, ça marche. Est-ce que pour toi, il y a des qualités, qui sont indispensables pour exercer ce métier? Oui. Il faut être très organisé. L'organisation, bon après j'imagine dans beaucoup de métiers, il faut être organisé, mais faut savoir, gérer son emploi du temps, même organiser ses visites parce qu'il faut tout organiser, les déplacements, l'hôtel, le train, tout c'est nous OK, c'est qui pas, réservons, quelqu'un qui le non, fait non, pour toi? voilà, c'est ça. Donc être très organisé, avoir de bonnes qualités relationnelles aussi parce que mine de rien, on rencontre quand même, des médecins, des équipes, sur place. On travaille aussi avec des équipes projets, et aussi maîtriser l'anglais parce qu'en fait, les équipes projets avec qui on travaille la plupart du temps, ben, c'est à l'étranger. Ah Donc d'accord. ouais, les réunions se font en anglais et cetera. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai débuté, j'étais pas très forte en anglais. Je me débrouillais vraiment, enfin, c'était vraiment le minimum et en fait, j'ai hyper progressé en l'espace de quelques années et maintenant j'arrive à tenir, voilà, des conversations en anglais donc Scientifique en plus, du oui, coup. voilà, c'est ça. Et tes rapports, tu les rends en français? Non, c'est en anglais aussi. Ah donc tu Ouais, ouais, rédiges en oui, anglais? même, Ah oui!
dans le métier en lui-même, les mails sont en anglais parce qu'on parle principalement avec des personnes à Ah oui, l'étranger. donc quand tu commences et que t'es pas non plus Oui, moi, ça m'avait surpris. fait un petit peu peur. D'ailleurs, je doutais beaucoup de moi par rapport à ça et en fait, ça l'a fait, T'apprends ouais, rapidement. on apprend rapidement. Ouais. Ok. Mais tu partais de zéro en anglais ou t'avais quand même des Non, bases? non, j'avais quand même des bases et puis, quand, on travaille sur les centres investigateurs, quand on est ARC investigateur, tous les protocoles sont en anglais, les documents en anglais donc en fait, Tu côtoyais voilà, déjà. c'est ça, on a quand même, des bases, un Ok. petit peu. Tu penses que les gens connaissent pas ton métier justement et que c'est peut-être Ouais. un métier qui te ferait amener à être connu? Parce que Oui. peut-être qu'il y aurait plus de gens qui se dirigeraient vers ça. Est-ce que vous êtes beaucoup? Est-ce que c'est difficile de recruter dans ton métier, de trouver des gens compétents? Ben, je crois qu'à un moment donné, il y avait beaucoup de postes, mais que ça se raréfie, enfin, il me semble. Est-ce que, avec le recul, il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de commencer, dont tu ne doutais pas dans ce métier quand tu t'es lancée dedans? J'aurais aimé savoir que c'était un métier, qui était tout à fait accessible pour moi parce que j'ai beaucoup douté avant de me OK. lancer, parce que j'ai une personnalité assez réservée et je savais qu'il fallait que, voilà, je rencontre des gens, que je parle, devant des personnes et cetera et j'ai beaucoup douté et en fait, je me suis rendu compte que c'était tout à fait faisable et qu'on apprend, Donc finalement, tu avais peur de pas être légitime et ça t'a ouais. permis de gagner en confiance en toi? Exactement. C'est vraiment depuis que je suis ARC, dans l'industrie, enfin promoteur, que j'ai vraiment pris confiance en moi. Je pense que même, quand je travaillais à l'hôpital, j'avais pas encore, confiance en moi dans mon métier et là, ouais, ça m'a vraiment fait mûrir. Professionnellement, du coup? Professionnellement, oui. Et est-ce que, du coup, finalement, c'est un bon message pour les personnes qui sont un peu timides, et qui oseraient pas se lancer, de se dire que, bah, en fait, même en ayant justement une personnalité réservée, comme tu le disais, on peut, réussir et être bon professionnellement et communiquer avec des gens. Tout à fait, oui. Je pense OK. il faut se lancer et Et pour finir, qu'est-ce qui te rend, le plus fier aujourd'hui dans ton parcours? Même si je crois que tu as un peu répondu, le fait d'y être arrivé. ouais. C'est ça? Ouais, je dirais que c'est ça, ouais. C'est de m'être fait confiance et du coup d'avoir plus confiance en moi maintenant, même si au début je doutais beaucoup, ouais, je suis contente, T'as failli arrêter à cause de tes doutes? bah, j'ai failli arrêter mes recherches quand je cherchais, ce boulot-là, et puis même quand j'ai débuté, je me souviens, j'étais très, très stressée. Je me disais que j'allais pas y arriver et puis en plus, quand j'ai démarré, j'ai tout de suite fait des visites de qualification, donc c'est-à-dire qu'on présente le protocole devant des équipes, médicales et cetera. J'étais énormément stressée parce que je me disais: «Mais je vais pas y arriver, je vais me ridiculiser», et en fait, ça s'est super bien passé et c'est ça qui m'a vraiment permis de prendre confiance, quoi. Donc finalement, c'est la persévérance aussi. Ouais, oui, c'est Mmh. ça et puis quand on aime, quelque chose aussi, ben, on va jusqu'au bout, quoi. Mais en tout cas, tu as bien fait, d'aller jusqu'au bout. Merci beaucoup Solène d'avoir partagé ton métier avec, nous. Merci à toi, Camille. Merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à partager l'épisode et on se retrouve très vite pour la découverte d'un nouveau métier.